Voilà. Eh bien, donc bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, nous allons nous présenter l'une après l'autre, puisque c'est nous qui sommes... c'est plutôt moi au départ qui suis à l'origine de ce projet. Comme je l'expliquais tout à l'heure, j'ai déjà fait ce genre de choses il y a quelques années, et puis comme j'étais seule à le faire, c'était un peu compliqué. Mais voilà, j'ai été médecin à Quimper pendant 40 ans. Je viens d'arrêter mon cabinet qui était juste à côté, là, il y a 3 mois, le 30 juin très exactement. Et j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Surtout de l'ergologie pendant un certain nombre d'années. J'ai travaillé à l'hôpital, j'ai été conseiller municipal à Quimper, j'ai fait de la recherche pharmaceutique beaucoup aussi. Et puis dans les années un petit peu avant l'an 2000, je me suis intéressée à la sexologie parce que les gens m'intéressent. Voilà. Et je ne voulais pas faire psychiatrie parce que c'est un peu compliqué, les psychoses, tout ça. Mais beaucoup de gens sont malheureux dans leur relation à l'autre. Psychologues, il y en avait suffisamment sur Quimper d'ailleurs. Sexo, il n'y en avait pas beaucoup. Et donc, pour moi, la sexologie, c'est la relation à l'autre, tout simplement. Et c'est très compliqué, ça peut être très simple aussi. Mais c'est intéressant, et donc je me suis intéressée à ça. J'ai fait des études à Paris, plusieurs années. J'ai fait des études de sexologie clinique, et puis pendant 3 ans. Et après, les week-ends, donc voilà. Après, je suis allée à Toulouse et au Québec, et j'ai fait sexo-corporel, qui là s'intéresse plutôt à la séduction, à la façon dont on se présente pour séduire l'autre, c'est-à-dire l'appeler à soi. C'est du latin, et aussi sexo-analyse, qui est une autre partie de la sexologie, qui s'intéresse plus au fantasme et à ce que les gens ont dans la tête. Et c'est très intéressant. Ce qui m'a permis donc d'avoir une consultation de sexologie. Et j'ai écrit aussi un certain nombre de livres, érotiques d'abord, et ensuite sexologie, en sexo. Et puis ça me plaît, j'aime bien. Voilà. Et donc, je trouve que c'est intéressant d'en discuter. Et comme j'avais fait ça, cet essai il y a quelques années, j'avais trouvé ça intéressant. Et donc j'ai rencontré ces personnes-là, ces Genevois à La Rochelle, donc ce congrès de sexo. Et je me suis dit, je vais recommencer parce que c'est bien, ça me plaît. Comme j'ai plus de temps, et que, étant médecin, jusqu'ici, je n'avais pas trop le droit de faire ce genre de réunion, parce qu'on pouvait, le Conseil de l'ordre penser que c'était de la publicité déguisée, ce qui n'est pas du tout mon but, puisque d'abord, en plus, je n'exerce plus. Et donc, je me suis dit que c'était une façon de connaître et d'apprendre, parce qu'on connaît des choses qui sont théoriques, mais on peut aussi apprendre des autres. C'est ça qui est intéressant, l'échange. Et ici, nous sommes pour échanger. Voilà. Et donc, je connais cette personne depuis un certain temps. Et puis, je l'ai rencontrée un jour, là, chez Max, parce que je connaissais le droit, je sais très bien comme ça. Et puis, il m'a dit, OK. Alors, moi, je m'appelle Linda Glou, je suis psychologue. J'ai une spécialité en sexologie. J'y suis arrivée, j'ai envie de dire, parce que voulant travailler essentiellement avec des adultes, il me semblait que la sexualité était vraiment un langage dans lequel on peut s'épanouir, ou dans lequel, à travers nos troubles, on dit quelque chose de soi qui ne va pas, qui est en difficulté. Donc, je me suis spécialisée en sexologie. Je suis installée en libéral depuis un petit peu plus de 30 ans. Et puis j'ai été étonnée que, y compris sur Quimper, ce soit vraiment la sexologie qui soit l'élément déclencheur, en tout cas, la démarche de la majorité de mes patients et de mes patients. Ça représente à peu près 85% de mes patients. Et de fait, c'est vraiment un langage, la sexualité. Et j'ai participé aussi pendant 23 ans à la formation des élèves infirmiers et infirmières. Et puis, j'ai envie d'autre chose. Alors, c'est vrai que quand Françoise m'a suggéré de participer, je lui ai dit, je ne connais pas du tout, je suis curieuse. Ça va être une nouvelle expérience, une nouvelle aventure. Et je pense que moi, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est l'idée de rencontrer des personnes qui vont pouvoir parler de ce qu'elles vivent et des personnes qui soient autres que nos patients et nos patientes. Parce que c'est intéressant aussi de savoir ce que monsieur et madame tout le monde vit au quotidien et la manière dont ils conçoivent le rapport à l'autre, la manière dont la relation a évolué ou pas selon son propre vécu. Donc voilà, comme Françoise a si bien su vous le dire aussi, on va vous laisser la parole. Parce qu'on aime bien ça, on aime bien les échanges. Alors,
On n'est pas là ni pour juger, ni pour s'agresser. On est là pour essayer de s'ouvrir et de s'enrichir à ce que chacun peut avoir envie d'exprimer sur ce premier thème qu'on a choisi, hein, qui est la relation à l'autre. Qu'en est-il aujourd'hui? Voilà. Le plus important, c'est qu'en est-il aujourd'hui? Parce qu'effectivement, peut-être, mais peut-être pas, que les choses ont changé. Mais c'est vous qui allez nous aider à le définir. Est-ce que ça a changé ou pas? Donc, nous parlons de la relation à l'autre, dans le cadre de la sexualité, mais c'est vaste. Ça peut déborder bien plus que ça, bien sûr. Parce que la relation à l'autre, qu'est-ce que ça veut dire? Réfléchissons. Et maintenant, que veut dire maintenant? Aujourd'hui, c'est quoi? C'est 5 ans, 10 ans, 100 ans? Il y a eu tellement de changements apparents. Mais sont-ils si apparents, si profonds que ça? Oui, ils sont réels. Certains. Oui. Alors, à votre avis, madame? Le rapport par rapport à la famille, déjà, ça a beaucoup éclaté, enfin, je pense. Oui, oui. Ça a beaucoup éclaté par rapport à la famille, parce que les gens vont travailler un peu plus loin qu'à côté de chez eux, le fils qui ne reprend pas le boulot du père, enfin, ça a complètement changé. Puis on est en meilleure santé. Enfin, pour moi, les choses ont complètement éclaté, quoi. Et à votre avis, c'est une bonne chose ou pas? C'est peut-être pas plus facile à vivre, mais c'est une bonne chose au point de vue individuel, quoi. Je pense, oui. Pour la richesse personnelle, je crois que c'est bien. Est-ce que quelqu'un serait d'un avis différent? Moi, je pense que comme les gens, on vit dans un monde plus individualiste, il n'y a plus d'échange. Donc, on recherche l'échange là où... Alors, est-ce que la sexualité, c'est un moyen d'échange qui compense le fait qu'on soit chacun lié dans sa bulle? Donc, c'est bon, général. Il y a toujours eu la sexualité. Mais c'était dans la partie, c'était caché, c'était pas... Oui, c'était caché, ça existait Et quand même. maintenant, ça intègre la vie sociale. Bon, Alors, il n'y a plus de jugement de valeur sur les gens, comme il y avait avant. la question est peut-être de savoir entre une sexualité qui était taboue, que beaucoup découvraient, excusez-moi l'expression, mais un peu sur le tas, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément d'informations, etc., transmises, et aujourd'hui, un milieu où apparemment il y a du sexe un peu partout, parce qu'on a qu'à regarder les publicités, etc. Ça fait vendre, ouais. Est-ce que ça ne présente que des avantages, ou est-ce qu'on n'est pas passé d'une dimension un peu taboue à une pression Forcément, tout dépend comment c'est dit, comment c'est présenté. Oui. Il n'y a pas forcément de bonnes choses. Disons, tout dépend de tout ce qui est dit, en fait. C'est vrai que pour moi, la plus âgée, c'est ça. Ma mère m'avait souvent dit, surtout ne fais pas de bêtises. C'est la seule chose que j'ai entendue. Oui, ça s'arrête là. Là, on n'en parlait pas du tout, même longtemps après. Même longtemps Moi aussi, après. non, mais ces choses étaient beaucoup plus cachées. On apprend plus par soi-même, Les choses que étaient par plus cachées. des parents, et bien on apprend plus aussi par des amis. Il n'y avait pas beaucoup de bouquins non plus à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup. C'est plus axé sur la reproduction, et éventuellement comment Le éviter. clitoris a été décrit la première fois dans les années 70. En anatomie. Moi, quand j'ai fait mes études de médecine, c'est la première année, c'est l'anatomie. On l'évoquait très vite, et puis ainsi de suite. Et ça n'avait pas de nom. Il y a, je crois, 10 fois plus de noms pour le pénis que pour le paragénital C'était une féminin. C'est société fou. patriarcale. C'est encore un peu comme ça. C'est Et patriarcal. pour revenir sur ce que vous disiez un petit peu, je me souviens, moi, j'étais jeune interne à l'hôpital Laennec, aux urgences, et j'en ai parlé dans un des bouquins que j'ai écrit, parce que ça m'a choqué terriblement. Terriblement, puis j'ai d'autres souvenirs, encore dont on pourra parler, mais je ne vais pas trop m'étaler. Mais en attendant, moi j'avais 20 ans, et je recevais des jeunes filles qui avaient 13-14 ans, qui venaient de se faire
c'était avant la légalisation de l'avortement. Hein. Elle se venait de se faire mettre une aiguille, la tricoter dans l'utérus, hein, vous savez que c'était comme ça que ça se faisait. Donc elle saignait, elle perdait leur fœtus, l'embryo, et elle arrivait aux urgences en saignant. Et à l'époque, j'avais été absolument outrée par le médecin de l'hôpital, dont je ne vous donnerai pas peut-être mort, et puis le chirurgien, l'un des deux, il y avait deux chirurgiens à l'époque, l'un des deux qui les traitait, qui les examinait en relevant le drap comme ça. On est très trop petite pute. Et il fumait des blondes, ce monsieur. Il laissait exprès le mégot, la cendre chaude tombait sur le ventre. Et ces pauvres petites, elles étaient toutes seules. J'avais honte. J'avais honte du médecin. C'était en 73. 72, 73. Je trouve, même 71, déjà. J'ai trouvé que c'était horrible. Ces petites, visiblement, elles ne savaient même pas ce qu'elles disaient. Elles avaient rien compris. Mais c'est quoi être horrifiée? C'est horrible. Et à la réception, on n'en parlait pas, il y avait des Et à la même époque, je me souviens aussi, donc je faisais à l'opératoire, le même chirurgien, enlevait assez régulièrement pour les fibromes les utérus aux femmes. Maintenant, elle fait beaucoup moins, heureusement, ça a évolué. Et il disait de toute façon, elle avait plus de 35 ans, la dame. J'arrivais 3 ou 4 fois. On enlève tout, ça ne sert plus à rien. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Plus style. J'ai des souvenirs terribles, j'en ai d'autres, encore plus récents. Ça c'est vieux, oui. Plus récent? Oui. C'est-à-dire de quelle année? Je suis allée en 2005, 2006, peut-être, je ne sais plus en quelle année c'était, enfin, il y a 10 ans maximum, à un congrès, une réunion sur l'augmentation du délai d'avortement qui devait passer de 14 à 16 semaines et pour avorter. Et donc Madame Veil, extraordinaire, elle se serait présentée comme président de la République, celle-là. Enfin bon. Et donc il a raconté l'histoire de l'avortement, comment ça s'était arrivé, surtout une fille. Et donc il y a des tas de gens qui parlaient de communication universelle. Et puis il y a quelqu'un qui a posé une question, effectivement, à laquelle j'avais déjà réfléchi, mais je n'avais pas osé d'aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Quand j'avais fait des remplacements de médecins généralistes. À l'époque, on avait beaucoup de femmes de marins, Douarnenez par là, qui demandaient aux médecins de modifier la pilule, c'était très milieu des jeunes pilules, pour que leurs règles n'arrivent pas pendant que le mari était à terre. C'est vrai qu'on peut comprendre. Et donc, on décalait les pilules de quelques jours, de façon à ce que les règles... Puis je m'étais toujours posé la question, mais bon Dieu, pourquoi on ne prend pas tout le temps la pilule? Comme ça, le problème est réglé. Et donc, je me suis dit, je vais faire. Avec les années, j'ai appris un petit peu à me battre. Et j'ai posé la question. Mais j'ai dit, mais pourquoi finalement on ne prend pas la pilule tout le temps? Et il y a un monsieur, un grand, qu'on voit à la télé régulièrement, qui a dit, mais madame, pour que vous sachiez que les femmes ne sont que des femmes, quelques jours par mois. On l'appelle Julien. Vous avez compris? C'est atroce. Hein. Donc en fait, on peut effectivement, les pilules qui existaient à l'époque, maintenant elles sont différentes, mais on peut les prendre tous les jours. Et du coup, on a la règle. C'est pratique, non? Et maintenant, ça se fait d'ailleurs. Oui, mais pas depuis si longtemps que ça. Non, pas depuis des années quand même. Oui, mais c'est pas si vieux, j'avais... voilà. Et autrefois... Non, parce qu'il y a des pilules, il y a des méthodes contraceptives avec des pilules qui n'y a rien dedans. Donc on a des règles quand même. C'est pour les enlever. Voilà. Et c'est une histoire qui me disait... Ça pourrait être... On va se réveiller. Il faut vraiment... Plus de boîtes si on n'arrête jamais. Non, mais parce qu'il y a des médicaments... Oui, il faut plus de boîtes. Mais il y a un dérèglement hormonal. Pas forcément. Ça se remet en route après. Enfin, ça dépend ce que vous... Enfin, le débat n'est pas là, c'était simplement pour vous dire que les choses n'ont pas tellement évolué quelque part.
peux pas te conseiller de le faire tout le temps. On fait ça parce que- Alors, on dit qu'il faut arrêter la pilule. Enfin, c'est un autre débat après. C'est juste pour dire. Mais à partir du moment où on n'était pas éduqué dans la famille, on n'a rien perdu. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que de toute façon, on était aussi naïfs, on était naïfs en même temps. Donc de ne pas avoir le cadre familial, on n'a rien perdu, puisque c'était pas très utile, ça protégeait un peu, mais. Vous croyez? Ben oui. En fait, c'était interdit, quoi. Il fallait pas faire bêtise. La première, enfin, excusez-moi si vous trouvez que je suis trop technique, vous me dites, hein. Mais l'âge à laquelle on commence le premier rapport sexuel n'a pas baissé, très peu, quelques mois, c'est tout. C'est toujours 17 ans. Ça n'a pas changé. En moyenne, les gens avaient Oui, mais la nature humaine est comme ça. Non, on peut avoir des rapports à partir du moment où le garçon peut avoir des érections à partir d'une dizaine d'années, parfois plus tôt. Les filles peuvent être aussi réglées plus tôt, de plus en plus tôt par contre, c'est là. De plus en plus tôt. Mais l'âge du premier rapport sexuel n'a pas véritablement diminué. Quelques mois, c'est tout. C'est des statistiques, non. Donc ça a peut-être apparemment changé, mais pas tant que ça. Pas sur tous les tableaux. Maintenant, si on revient un petit peu plus sur le thème d'aujourd'hui, Voilà, ça c'était la qui est relation. la relation. Oui, c'est vrai, excusez-moi. Est-ce que vous avez ce sentiment qu'il y a au niveau du rapport à l'autre, la relation a évolué, qu'on a une autre manière de communiquer avec plus de facilité ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez, vous les uns et les autres? La manière de communiquer des hommes est plus abrupte, quoi. Hein, Oui, mais les échanges sont plus faciles, je trouve, maintenant. Entre hommes et femmes, enfin, j'ai l'impression. Il y a peut-être moins de difficultés pour faire les choses. Vous ne regardez C'est plus de spontané. façon, je trouve, agressif. agressif. Je crois qu'on parle pas le même C'était langage. pas agressif, mais c'était. Simplement, Par les mots quand même des choses. dans une conversation. Oui. Justement, est-ce que ça a évolué ou pas? Et dans quel sens? Dans le bon ou dans le mauvais sens? Ça dépend. Évoluer, je pense que la grande évolution, c'est depuis que la femme travaille une indépendance financière. Du coup, la relation à l'autre n'est pas du tout la même, je pense. La femme est moins dépendante. Donc avant, elle se taisait peut-être beaucoup plus parce qu'elle avait le moyen de trop dire et de partir et de prendre des décisions importantes dans sa vie. Je pense que j'ai été beaucoup plus soumise. Le fait que les femmes travaillent, ça a changé beaucoup de choses. Dans la relation, dans le couple. Oui, certainement. Comme la contraception, le droit d'avortement, et le droit de vote, et le droit au divorce, qui ne date que de 75. Il faut quand même savoir que c'est 75% des femmes qui demandent le divorce. Même plus, oui. Ça a même changé là maintenant, parce que les dernières. Oui, les femmes elles hésitent plus à partir. Et ça, je pense que ça fait une grande différence. Oui, mais donc, le fait qu'on divorce plus facilement, est-ce que ça veut dire simplement que c'est plus facile sur le plan pratique, ou est-ce qu'il y a toujours autant de non-compréhension, je pense? Je pense que ça n'a pas changé à ce niveau-là. Dans le sens où, en faisant une thérapie de couple, depuis des années, il y a toujours la même chose, les hommes qui sont plus sur un raisonnement. Les gens parlent de la même chose, le couple parle de la même chose, l'homme il est plus dans l'intellectuel, grosso modo, et la femme est plus dans le sensible. Voilà. L'un est mis en grande zone et l'autre en FM. C'est pas mal. Et ça peut évoluer, ça. Non, mais ça, on ne le sait pas. Si on ne cherche pas des explications là-dessus, mais autrement, on ne le sait pas. Donc, on a l'impression que l'autre comprend vraiment pas ce qu'on dit. Oui, en général, ils parlent de la même chose. Oui, tout à fait. Mais pas sur le même plan. Voilà. Ouais. Donc, tu comprends rien. Mais oui, mais oui. On est responsable de ce qu'on dit, mais on n'est pas toujours responsable de ce que l'autre comprend. Oui, mais c'est qu'on l'a mal dit, je pense.
Mais Et la manière de le dire, Bah, vous avez une manière particulière de le dire et nous on a plus de mal pour la compréhension directe. Bah, on n'a pas les mêmes connexions. On n'a pas les mêmes logiciels. C'est sûr. Et vous expliquez ça comment? Pourquoi? Le Est-ce que c'est oui, mais est-ce que c'est simplement qu'une question de vocation? Ou bien est-ce que c'est Bah, là, on pense que c'est pareil. Pareil. A priori, les deux lobes de la femme sont en connexion, tandis que les hommes, c'est un côté par chaque il y côté. a des quantités d'explications qui changent assez régulièrement. Mais, Les hormones aussi, enfin, je pense que ça est Oui. c'est très important aussi. mais Oui, je crois qu'on fait peur l'un à l'autre, quelque part. On n'a pas réussi à s'apprivoiser. Peut-être encore plus. c'est ça qui est rigolo. Mais oui, c'est ce que j'ai dit. Non, mais voilà, mais il faut. C'est peut-être pas mal aussi, parce que si on est tous pareils, qu'est-ce qu'on s'ennuie? Mais non, mais je dis que non, mais qu'on se comprenne pas plus. Encore comprendre. Après, c'est la différence. Je pense aussi que les femmes voudraient que l'homme fasse autant de choses à la maison et en fin de compte, on ne peut pas transformer son compagnon en femme parce que l'équilibre n'est plus là et Je pense qu'il y a des hommes qui en font. Ça me gêne un petit peu l'expression. C'est vrai. transformer Ah oui, en non, femme. Là, on se fait témoigner parce que mon mari il faisait tout à la maison. c'est vrai. Et malheureusement, il est mort l'année dernière. Il faisait tout. Je rentrais du boulot, j'avais plus rien à faire. J'avais trouvé la peine. Et je crois que c'est Mais pas il travaillait pas. Il travaillait et il était en invalidité depuis 3 ans, mais il était très mal en point. Mais il faisait quand même le dehors et l'intérieur. Donc, je savais ce que j'avais à la maison. Mais malheureusement, j'ai perdu l'année dernière, ça va faire 1 an bientôt. Et je trouve vraiment très dur de rentrer chez moi. Plus personne qui m'attend, qui me prépare mon café dans le genre du boulot. Voilà. Donc c'est vraiment très dur et j'avais très mal. Voilà. J'ai trouvé la perle rare entre guillemets. Et il n'en était pas pour autant transformé en femme. Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi oui, c'est Parce parce que je pense qu'il y a des femmes qui n'acceptent pas non plus que l'homme fasse la vaisselle, c'est normal. Ça existe aussi. c'est possible ça. Non, lui il était toujours au petit soin Je pour moi. pense. Oui. Il n'y a rien d'anormal, nous on fait bien tout, on ferait tout. Exactement. Oui, on Il est n'y a rien d'anormal. Enfin, moi, c'est rare que j'entende ça. Enfin, je parle avec beaucoup de femmes et en général, les hommes. Moi je trouve ça que c'est fait- normal. Ah oui, Il faut qu'ils fassent tout, qu'ils sachent tout faire. À partir du moment où chacun travaille, ça me paraît. Ouais, bah, je sais pas si c'est une généralité. Non, parce que- mais après, Ouais. on peut essayer de. Mais après, on peut avoir chacun ses préférences peut-être. Effectivement, et puis changer de nom, c'est pas toujours évident peut-être. C'est ça, c'est être complémentaire enfin, dans le couple, quoi, que chacun. Il faut que chacun. Puis il y en a qui peuvent préférer faire la vaisselle, d'autres essuyer. Donc c'est parfait. Si chacun veut faire la vaisselle, effectivement, on la laisse sécher. Mais est-ce que ce n'est pas une erreur de chercher le complément? Je trouve. C'est une erreur, non? Après, chercher quoi autrement? Ah, je me dis, il faut que ça Ah, même. que le couple fasse une union, en fin de compte. que la fusion. Non, il ne faut pas chercher à changer l'autre en tous les cas. Ah, ça non, c'est sûr. Il faut, Ah oui, c'est du à l'échec. Enfin, je pense que c'est ça la liberté. Non, mais être complémentaire, disons que chacun apporte quelque chose dans le couple. Quoi. Oui. C'est ça le couple, mais Ah, la force des c'est choses, physique, oui. c'est quand même. Le C'est une couple, c'est communauté, deux forces qui vont dans le sens inverse. Un couple de force. Et c'est pour ça que ça tourne. Parce que c'est pas simple. Hein. Mais est-ce que vous pensez tout ce qu'on dit là, est-ce que ça a évolué pas tant que ça? Est-ce que c'est la définition du couple depuis toujours? Finalement. Parce que beaucoup de gens autrefois arrivaient ensemble. Heureusement, il y a quand même un certain nombre de personnes qui faisaient des couples qui duraient. Un est d'accord parce qu'ils vivaient moins longtemps, mais aussi parce que les familles avaient fait en sorte qu'ils s'entendent. Il y avait comment on appelle ça, mais c'est pas des entremetteuses, des marieuses. Oui, des marieuses. Hein, je suis allée en Inde
Et c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Et il paraît, moi j'ai discuté avec notre guide, qui était donc l'arrière-petit-fils d'un Maharaja, donc dans les castes élevées, ça se fait toujours, les mariages arrangés. Et il disait que finalement, bien souvent, ça se passait très bien parce que les familles choisissaient non seulement des patrimoines, enfin le côté financier, mais aussi des caractères qui pourraient coller ensemble et qu'il disait qu'apparemment ça pouvait marcher assez facilement. C'est ce qu'il disait, je sais pas. Je pense que dans les grandes familles, ça se passe comme ça aussi. Hein. Oui. Mariage arrangé. Personne, pour moi, ça marche. Et puis moi j'estime que dans il y a des concessions à faire. Mais C'est ça une se faisait concession. le mariage Si on arrangé. se sépare pour un oui, pour un non, ça sert Parce à qu'on rien. cherchait la durée. Tandis... Oui. Et c'était pas la mentalité peut-être actuelle, européenne. On ne cherche pas forcément la durée. Tandis qu'avant, on cherchait... Et on cherchait surtout le mariage, il ne faut pas oublier, c'est un contrat. Oui. Ce que beaucoup de gens semblent avoir oublié, effectivement. Hein, c'est chez monsieur le maire, c'est important. Séparer les biens ou les séparer pas, etc. Et autrefois, c'était surtout ça. Le mariage d'amour n'existe que depuis très longtemps. Depuis l'après-guerre, je crois, à peu près. Et je pense que c'était pas un problème de durée, c'est un problème de valeur. Dans le sens où, je prends la génération de mes parents, enfin, couple, bon, peu importe. La valeur, c'était la famille. Et que là, j'ai le sentiment que ça se réduit. Moi, maintenant, c'est ma pomme, un peu. Et c'est pour ça qu'il y a de mariages sortants qui finissent en divorce. C'est parce qu'il n'y a plus cette valeur familiale. Non, les valeurs ont changé, effectivement. Oui, ou non plus du tout. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont plus de valeur. Quelqu'un, des gens qui s'est intéressé par autre chose. Parce que l'amour, c'est une chimie finalement. Donc je trouve ça devrait savoir. Ben justement, c'est quoi l'amour? Dans l'amour, il y a le sens des valeurs et il n'y a aucune notion il n'y a aucun intérêt. Quelle histoire. Oui, mais c'est pas si simple. On parle de mariage arrangé. On ne parle pas seulement de mariage, on parle de relation à l'autre. C'est pas si simple parce qu'une relation uniquement d'amour, si vous voulez rester ensemble longtemps, excusez-moi, il faut un minimum aussi, si vous vivez sous les toits d'amour et d'eau fraîche, ça va durer un certain temps, mais au bout d'un certain temps, il y en a un des deux qui va en avoir marre. Puis vous aurez des enfants, peut-être, et du coup, il va falloir les élever, enfin, c'est pas si simple. Est-ce que l'amour va durer? Il y a des chances que non, parce que l'adversité, les problèmes d'argent, tout bête, on ne parle pas d'avoir une quantité d'argent, mais un minimum, ça pose des problèmes au quotidien. Et après, quand on en a plus aussi, d'ailleurs, mais bon, ça fait partie. Je crois que l'amour peut être. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'amour? Est-ce que c'est effectivement juste le sentiment? Est-ce que c'est quelque chose de global? Est-ce que c'est juste la tendresse, l'amitié, l'affection? Effectivement, c'est une chimie, mais chacun y met la petite poudre de perlimpinpin qu'il veut. Vous voulez que quelqu'un aille au bord ou bien... C'est profond et sincère quand même. Je dirais que l'amour ça aide, mais ça ne suffit pas forcément à construire un couple. Non, ça suffit pas, on est pas tous. Ça va. Il n'y a pas que ça. Mais je pense que tous les gens qui arrivent à se divorcer, c'est l'effort de départ. Bien sûr, je pense. Bah oui, peut-être évident. Certainement, parce que normalement, autrement, on ne se mettrait pas. On ne se mettrait pas en couple, parce qu'on n'est plus obligé non plus de se marier. Enfin, puis les grandes histoires finissent mal, hein, Roméo et Juliette, Tristan et Isolde, ça ne finit pas tellement bien. Hein. Ça s'arrête très vite. Là où ça a changé, c'est ça en fait, et ça c'est pas toujours évident. C'est de maintenir le dialogue et de parler des choses, et s'il y a des choses qu'on enterre et puis dont on n'ose pas parler, et après c'est des choses on en veut à l'autre, c'est des choses qui s'aggravent dans le temps, je pense. S'il y a des choses qui ne sont pas dites, je veux dire. Oui, mais ça c'est aussi quelque chose qui a toujours existé. Le dialogue, je crois que c'est. Mais monsieur, c'est vous qui disiez tout à l'heure que maintenant, ou monsieur, non, je ne sais plus,
enfin c'était un monsieur en tout cas, donc l'un des deux au fond là, qui disait que actuellement on était beaucoup plus individualiste. Et donc est-ce que ça a changé effectivement par rapport à ce que vous dites? Vous avez, ce que vous dites c'est effectivement évident, enfin, moi ça me paraît évident, hein. Je pense que ça paraît évident à tout le monde. La conséquence, c'est est-ce que j'y trouve encore un intérêt? Si on est individualiste, on rencontre une personne. Puis au bout d'un certain temps, on dit, oh, bon, finalement, j'étais plus bénin que ça. En fait, la relation à deux, c'est plein de choses. C'est les loisirs, c'est pas que l'amour, c'est pas que le sexe, c'est tout ce qui est autour, en fait. C'est un ensemble. C'est, je sais pas, on peut aimer les mêmes sports tout en se gardant des temps libres, quoi. C'est plein de choses, en fait. C'est tout ce qui est autour. La relation à deux, c'est pas forcément se mettre sous le même toit tous les deux. C'est pas une obligation. Il y a des nouvelles formes qui ont émergé aussi ces dernières décennies, enfin la dernière décennie. C'est un peu du chacun chez soi. On se retrouve pour les bons moments et on partage aussi plein de choses. Et les mauvais aussi, ça pourrait être intéressant. Et les mauvais aussi, bien sûr. On a quand même besoin d'un soutien. L'un ou l'autre, quand on a des petits soucis. Mais je disais tout à l'heure au journaliste qui était là que j'avais rencontré donc, au moment de la vache folle des noms de la liste, en 1995, un couple d'amants qui, je crois, devaient être mariés autrefois, chacun de son côté, à l'époque. Donc, un vivait en Afrique du Sud et l'autre à Londres. Ils se retrouvaient une fois par an. Et c'est je vous conseille de le lire si vous ne le connaissez pas. Un bouquin absolument fabuleux, qui est le livre, pour moi, le plus érotique possible, qui s'appelle Les Vaisseaux du cœur de notre groupe, qui a été censuré dans les années 50. Vous connaissez? Oui. Je trouve que c'est un des plus beaux livres d'amour qu'il y ait. C'est une très belle histoire. Hein? Ils se sont rencontrés quand ils étaient petits, chacun a vécu sa vie. Il y en a un qui est marin au fin fond de la Bretagne, et l'autre qui est prof de français, je crois, en anglais, en région parisienne. Ils vivent une histoire une histoire fabuleuse. Et voilà, et ces gens-là donc vivaient une histoire depuis 40 ans. Et donc je rencontrais à Londres. Je trouvais que c'est assez fabuleux, parce qu'il est probable quand même, ils avaient 80 entre 70 et 80 ans, je ne sais plus exactement, très désolée. Et je trouvais que ça m'avait fait rêver, parce que je me disais que la chance de vivre quelque chose. Alors je ne connaissais pas leur histoire, hein, bien sûr, et j'avais trouvé que c'était formidable de garder 40 ans de bonheur comme ça. Et on voyait les étoiles dans leurs yeux, hein, les deux. Ils se tenaient par la main. C'est du fantasme. Et genre, s'ils étaient bons, vraiment. Est-ce que c'est important? On ne peut pas rêver, moi. Non, mais ces gens-là, ils étaient heureux de se retrouver, ils préparaient c'est leur conception du bonheur. Voilà, ils étaient heureux. Visiblement, ils étaient heureux. Il n'y a pas de. C'est quand même exceptionnel. Il n'y avait pas de routine. Il n'y avait pas de routine. Non, il n'y a pas de routine. Les vaisseaux du cœur, c'est ça. Il n'y avait pas le temps de s'installer. Les vaisseaux du cœur, c'est la même histoire. J'avais trouvé ça assez fabuleux. Mais quand on parle justement, c'est bien ça qui peut être délétère pour un couple, c'est la routine. Ouais. Avec tout le mauvais côté, les factures à payer, les enfants dont on doit s'occuper, le quotidien, etc. Les chaussettes. Et exactement, alors Voilà. si en plus l'un est ordonné, l'autre bordélique, etc. C'est vrai que ça crée tout un tas de soucis et qu'il faut des trésors aussi de compréhension pour dépasser toutes ces petites luttes intestines du quotidien et puis mettre encore un petit peu de fantaisie dans la relation à l'autre, savoir l'entretenir, cet amour dont on parlait. Oui, mais le quotidien, des fois, il prend une importance plus importante. Et c'est là où il faut savoir être vigilant ou vigilante pour garder des petits espaces pour le couple, quoi, des moments où on va faire, ce que j'aime bien dire à mes patients, c'est faire tourner les priorités. C'est-à-dire que voilà, quand on est jeune célibataire, quand on est un jeune couple, quand on a un enfant, 2 enfants, 3 enfants, un chien, une maison, etc., de toute façon, nos journées, elles font 24 heures. Donc il y a bien un moment où plus on se met de choses, plus on a de travail, plus on a de loisirs, plus on a d'amis, plus on a de l'ouverture sur les autres. Va falloir gérer ça au niveau du temps. Va falloir faire tourner donc, ce que j'appelle des priorités. C'est-à-dire ne pas toujours prioriser les mêmes choses, sinon la liste s'allonge et puis les journées sont finies avant qu'on ait atteint la fin de la liste et c'est toujours les mêmes choses qui passent à la trappe. Donc c'est vrai que ça demande d'y mettre de soi, la créativité.
sexualité aussi. C'est une grosse partie des consultations, ça, de la routine. Voilà. Le manque de désir. La sexualité, il faut quand même avoir du désir, un minimum, même plus qu'un minimum. Et quand il y en a plus, souvent, c'est effectivement chez les couples qui ont un certain nombre d'années, ils n'ont rien à se reprocher véritablement, mais ils ne s'entendent plus parce qu'il n'y a plus. Alors là, on va voir. Une des solutions, c'est d'aller voir ailleurs, mais ce n'est pas obligatoirement une bonne idée. Après, ça peut dépendre, hein. Après, bon. Mais c'est tout simplement parce qu'effectivement la routine s'est installée et tout à fait. Parce que effectivement les enfants, le chien, le voisin, les amis, et du coup on ne pense plus à soi, on ne pense plus à l'autre, en tant qu'autre, en tant qu'être. Et on ne pense plus au couple, on pense à la famille, ce qui arrive souvent. Oui. Il y a un glissement, par exemple, il y a des enfants et tout, le couple il glisse vers la famille. Et le mot couple n'existe plus, c'est la famille. On fait tout ensemble, avec les enfants. On va s'en chercher. Quand un ne va pas bien, c'est toujours la faute de l'autre et ils peuvent reproduire la même chose ailleurs et ils ne se sont jamais remis en question. Oui aussi, mais c'est pour ça que parfois il faut savoir introduire un tiers peut-être, hein, pour discuter, parce que discuter avec l'autre, c'est pas facile. Reconnaître que soi-même on a des torts, c'est pas évident. C'est pas facile. De dire, ah ben oui, effectivement, je reste trop travailler trop tard, ou bien oui, je m'épuise à faire la cuisine et tout ça, mais tu pourrais peut-être de temps en temps m'aider, c'est pas facile. On l'a dit 50 fois, mais quand, moi ça m'est arrivé quand même souvent, d'entendre dire des choses simples, pas des choses compliquées, des choses simples, et puis la personne en face, l'homme ou la femme d'ailleurs, dire, tu vois, ça fait 20 ans que je te dis ça. L'autre écarquille les yeux, des petites choses simples parfois. Hein. Je ne sais pas, dire je t'aime par exemple, c'est tout bête, mais ah ben je le sais, bah non, il le sait, bah non, ou elle le sait. Bah non. C'est bien de dire je t'aime. Comme quand on était amoureux au début. Et puis voilà, il y a aussi la tentation. Ça serait intéressant si vous voulez bien qu'on parle aussi par exemple. Il n'y a pas à part mon fils, il n'y a pas de très jeune, mais il y a aussi toute la modification de comportement avec Internet, les rencontres en un clic, Facebook, il y a même maintenant, je ne sais pas si vous connaissez, les Tinder et compagnie, je vais essayer ça pour voir, c'est fou, vous avez votre téléphone, vous ne connaissez pas? Si, c'est la géolocalisation. Oui, c'est ça. C'est de la folie, ça. Il paraît que ça marche. Non, je ne sais pas. Donc, vous avez votre téléphone, votre smartphone, n'est-ce pas? iPhone, machin, tout ce que vous voulez, là, voilà. Bon, et puis, vous avez téléchargé, donc, il y en a plusieurs. Tinder, j'ai essayé pour voir, j'ai gardé ça 24 heures. Et là, c'est épouvantable. Tinder, T-I-N-D-E-R. Je n'ai pas l'action. Et donc, il vous géolocalise, effectivement, donc vous mettez votre mobile peut-être, enfin je ne sais pas trop, 3 ou 4 critères, un genre de fiche vite fait. Et puis, vous mettez votre GPS, et puis à côté, vous avez tous les hommes, si vous êtes hétéro, si vous êtes homo, vous avez le droit, hein, tous les hommes qui sont... Et il paraît donc comme ça, donc vous... Et puis donc voilà, vous avez 20 jeunes gens, 20 jeunes hommes, là, ou 20 demoiselles qui sont autour de vous. Tiens, Tinder, bonjour, bonjour machin, et puis on y va, tu viens chez moi. Et puis voilà, on va aller. C'est pas vrai, ça existe. Si, ça existe, mais c'est pas très vieux. Il y avait les t-shirts qui clignotaient aussi. Peut-être, comme ça, je ne sais pas. C'est des inventions, c'est du sexe pour du sexe. Oui, donc, oui. Si il y avait moins de gueule, c'est ça, mais c'est pas voilà, c'est même pas, ça change pas de problème. C'est un peu triste, oui. Oui, très. L'autre n'existe pas. Voilà, et c'est pareil, le sexe, la sexualité par caméra, il y a plein de gens qui demandent sur tous les sites, etc. Mais quand vous êtes en relation avec quelqu'un qui n'habite pas à côté, moi je pense que c'est probablement pas mal, hein, de vous exhiber sur la caméra ou d'échanger, bref, peu importe. Mais à partir du moment où vous ne connaissez pas,
Ça me paraît plus compliqué, mais après tout, je sais pas. Hein. Justement, comment naît le désir, justement? Parce que c'est pas comme ça, quoi. C'est pas par virtuellement, et c'est pas... C'est un peu compliqué. Ça mériterait c'est essentiel. Il y a la mystère, bien sûr. C'est bien pour ça ça que naît le... C'est bien pour ça que personnellement, je pense que la sexualité est toujours relativement triste. Post-coitum, animal triste. C'est animal, quoi. Mais là, on est dans de la consommation, en fait. C'est comme on chercherait un prestataire de service pour telle ou telle chose. Là, c'est la même chose sur la sexualité. On ne s'encombre pas de la rencontre, d'avoir à draguer. C'est rapide, c'est vite fait. Mais c'est dommage. C'est pas dommage. Il n'y a pas de jeunes gens. Donc, mon fils ne dira pas ce qu'il pense, évidemment, parce que sa mère est là. Mais je ne pense pas qu'il fasse ce genre de choses. Et c'est lui le caméraman. Hein. Mais je crois quand même que ça peut être bien, peut-être dans certains cas, mais est-ce que ça apporte quelque chose honnêtement, d'accord, on va tous dire c'est de la sexualité, tout ça. Si ça pouvait, est-ce que arrêter les maisons closes? Moi, j'ai rien contre les maisons closes. Oui, mais peut-être que là, c'est librement consenti des deux côtés, donc c'est différent. Si chacun choisit la personne, si chacun est d'accord de franchir le pas, le problème. Non, mais oui. Mais est-ce que ça apporte quelque chose dans la relation à l'autre? Ah, ça, je sais pas. Ça, si chacun veut assouvir ses envies sexuelles, ben voilà. On satisfait à l'instinct. Moi, je sais que j'ai vécu 34 ans avec mon mari, bon, il est mort l'année dernière. Je répète, mais on était heureux, en couple, on était super heureux, on n'avait jamais de problème. On était face à la route qui était aussi, mais on a toujours su rebondir. Là, maintenant, je suis veuve, j'ai rencontré quelqu'un, et c'est vrai que ça fait des étincelles. Donc voilà, je repars pour une nouvelle histoire. Oui, mais ce n'est pas justement, c'est très bien, et ce n'est pas justement le but, apparemment, mais est-ce que c'est vraiment uniquement le but d'une sexualité rapide? Ce n'est pas tout à fait sûr. Ah, moi je cherche pas ça, moi je cherche non, mais pour ces jeunes gens qui font ça, et même les gens plus âgés. Hein. Non, mais il peut y avoir la place pour les deux, il peut y avoir sexualité et sexe. Sinon, on est dans un jugement de valeur, ça c'est pas bien et ça c'est bien. Sexualité et sexe, c'est pareil. Sexualité et amour alors. En relation, sexualité et sexe, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil pour vous. Le sexe serait très localisé, la génitalité, et la sexualité, c'est toute la dimension émotionnelle, affective, ce sens-là, oui, de l'échange et du corporel, au sens large du terme. Quoi. Oui, sexe, c'est sans affectivité, qu'une. J'ai quand même la possibilité, c'est une nouvelle technologie, de permettre la relation, qu'elle soit sexuelle ou pas. Mais ça aide quand même dans la relation. Je veux dire, quand on est aujourd'hui, on est seul, on est une femme seule, on va pas forcément, tiens, je vais aller dans un bar ce soir, et puis peut-être que sur un malentendu, je vais conclure. Non, ça a aidé. Et après, voilà, il doit se passer. Est-ce que c'est vraiment, effectivement, quand on prend les styles, on va les citer, parce qu'on va plus, mais comme mythique et des choses comme ça, on sait que le but, voilà, pour l'homme comme pour la femme, ça va être de se retrouver dans le même lit. Mais après, il peut ne pas se passer ça, forcément, si on est suffisamment adulte pour essayer de voir ce qu'il y a au-delà de la personne. Il y en a qui vont chercher tout ça, effectivement, des liaisons extra-conjugales ou autres. Mais ça permet quand même une relation à l'autre, des personnes qu'on ne rencontrerait pas si on est dans un lieu particulier, à la campagne, à la montagne. Et même en pleine ville. Même en pleine ville, c'est pas forcément là où on fait ses courses, on rencontre du monde. C'est pour ça, moi je dis souvent, que tout ça, Internet en particulier, n'est qu'un outil de plus. Oui. Mais c'est un outil. C'est un outil. C'est pas une fin en soi. C'est pour ça, Tinder, comme je le disais tout à l'heure, ou les t-shirts, c'est ok par exemple, ça peut aussi peut-être permettre une belle rencontre. Ça, dans ce sens-là, ça peut être. Et puis même si on a envie de s'éclater sexuellement, si l'autre est consentant, aucun problème. Oui, là je suis d'accord pour ça.
Mais est-ce que du coup, si on le fait trop facilement, est-ce que ça va pas, on ne va pas oublier que... Si on est conscient de ce qu'on fait, éventuellement on peut essayer d'apprendre de l'autre, des autres, puisque les relations, on va peut-être les accumuler. Donc on est aussi sur un apprentissage de caractère, de profil de personne, de façon de faire par rapport à chacun. Il y a des hommes qui vont être tendres, il y a des hommes qui vont être très machos, il y a des femmes qui vont être très possessives, il y a des très jalouses. Enfin, ça nous permet